Avant de vous laisser écouter l'épisode, je souhaite vous informer que désormais, les épisodes seront publiés toutes les 3 semaines, toujours le mercredi. En effet, j'entreprends une vie professionnelle qui ne me permettra plus de soutenir un rythme en quinzaine. Mais je le fais toujours avec autant de conviction et de plaisir. Mon invitée pour ce nouvel épisode des Destins Flottants est une chamane et a notamment travaillé aux côtés de Pierre Rabhi. Elle porte un autre regard sur les croyances de notre inconscient collectif, entre terre et ciel. Je suis particulièrement touchée par cet épisode, car je suis très sensible au monde spirituel depuis quelques années. Et je pense que l'on aspire tous et toutes à s'y ouvrir. Favorisez la diffusion du podcast en le notant, en l'ajoutant à vos favoris et en le diffusant autour de vous. Merci et bonne écoute. Mon interlocutrice est une messagère, une tisseuse de liens et éclaireuse de chemin. Elle a notamment travaillé dans diverses ONG et associations de défense de l'environnement, de commerce équitable et de promotion de l'agroécologie, et a cofondé aux côtés de Pierre Rabhi le mouvement Colibri. Il s'agit bien sûr de Claire Eguermont. Bonjour Claire, comment allez-vous ? Merci Anaïs de m'accueillir. Bonjour, je vais très bien. Donc dans votre dernier livre, Dans le creux de mon ventre, j'ai rencontré l'éternité, aux éditions Très Daniel, vous montrez que nous portons tous au fond de nous des ressources inexplorées et des trésors endormis. Et en les réveillant, nous pouvons véritablement nous libérer de nos fardeaux et transformer le monde. Alors Claire est une invitée particulière pour moi, puisque j'ai eu la chance déjà de recevoir un de ses soins. Et elle a vu de manière prémonitoire que j'allais partir donc en Amazonie. Alors qu'à l'époque où j'ai consulté Claire, en fait, je partais seulement à Bahia, dans l'état de Bahia au Brésil, donc il n'était pas question de l'Amazonie. Et il s'avère qu'elle a vu juste, puisque j'ai effectivement été en Amazonie en décembre, ce qui a d'ailleurs été le début d'un tournant de vie professionnelle me concernant. Alors j'aimerais d'abord qu'on parle un peu de votre histoire et surtout de vos premiers pas dans l'ésotérisme. Et pour ça, donc, je vais vous poser la question de savoir quelles étaient vos croyances sur le monde à l'époque de votre jeunesse et de vos études. Alors je crois que à l'époque, je portais la croyance d'un monde qui va mal, avec j'étais très sensible à la souffrance du monde, à la souffrance de la terre, à un certain non-sens dans la course en avant de l'humanité vers le toujours plus, et à une espèce de désarroi profond intérieur. Voilà, donc j'avais un œil plutôt triste sur ce monde qui me paraissait plutôt sombre, et j'avais la croyance, oui, que le monde allait mal, que l'humanité allait mal, qu'on n'allait pas dans les bonnes directions. Et j'avais la croyance sur moi-même que ça allait être difficile que j'y trouve une place dans ce monde. Et alors, justement, comment ça a pu changer ça ? Quelles étaient vos premières... Donc vous avez fait vos études dans une école de commerce, hein, c'est bien ça ? Oui. Et alors, comment vous avez commencé à faire évoluer justement cette croyance-là, de par vos expériences ? Oui, je pense que le fait justement de m'être retrouvée, je ne sais jamais trop comment, c'est arrivé dans des études pendant 4 ans en commerce international, dans toute cette idéologie très mercantile du monde. Je pense que justement ça a été un bon déclencheur du fait que ce n'était pas ce paradigme-là que je voulais servir, et qu'il y avait autre chose en moi qui demandait à jaillir. Donc, comme on dit, l'épreuve est parfois le moteur. Là, elle l'a été pour moi. Et après mes études, quand j'ai commencé à tâtonner sur mon chemin et à trouver mes premiers emplois dans des ONG,
déjà là, il y avait plus de sens. Je rejoignais déjà une communauté d'humains qui travaillaient au service de la vie, pour la défense du vivant. Et il y a quelque chose qui a commencé déjà là à s'éclairer en moi, en découvrant de nouveaux chemins possibles et en découvrant que je pouvais mettre mes compétences, mon temps, mon énergie au projet d'autre chose que cette croissance indéfinie et cette vaste destruction du monde. Et alors justement, est-ce que vous avez quand même fait l'expérience d'un travail un peu plus rationnel, disons, axé sur la croissance, ou pas du tout? Vous avez tout de suite travaillé dans les ONG? Après mes études, j'ai tout de suite travaillé dans des ONG. Pendant mes études, quand on faisait des stages en entreprise, tout ça, j'ai passé quelques mois en entreprise, mais pas plus. Après mes études, tout de suite, j'ai travaillé pour le WWF, donc grosse ONG parisienne, avec tout le rythme, la cadence de vie que ça représentait. Et puis finalement, au bout d'un moment, cette décision de quitter Paris, de quitter ce rythme-là, et d'entendre en moi un appel vers la nature qui s'est concrétisé au sein de ce tout petit collectif d'amis qui vivaient en tipi en centre corse, et que j'ai rejoint au sein d'une expérience tout à fait nouvelle, un grand saut entre Paris et cette petite communauté, ce petit collectif d'amis en pleine nature, à 3/4 d'heure à pied d'un village. Ça a été une expérience toute nouvelle, ça a été le grand saut, et je pense que ça a été le grand départ aussi de marcher mon propre chemin. Et alors, quelle était votre première rencontre avec l'invisible? Alors certainement qu'elle remonte à l'enfance, mais j'ai plus beaucoup de souvenirs. Ayant eu une enfance marquée par le trauma de l'abus, j'ai, comme beaucoup d'autres, été sous le voile de l'amnésie traumatique. Donc pendant longtemps, je n'avais plus de souvenirs de mon enfance et tout avait disparu. Et finalement, petit à petit, j'ai retrouvé la mémoire du trauma, mais pas que, la mémoire aussi d'autres choses. Et je pense qu'il y avait dans mon enfance savoyarde les premiers contacts avec la magie de la terre, la magie de la nature, avec les arbres dans lesquels je m'amusais à voir des passages entre les mondes. Et je me suis souvenue longtemps après, en m'initiant au chamanisme, que déjà je jouais à ça étant petite. Après, je me souviens aussi que j'entendais déjà des voix de l'invisible et que on me disait « mais non, tu as rêvé, c'est un cauchemar », etc. Donc je pense que les premiers contacts, ils étaient déjà là, toute petite fille. Après, sur ma vie d'adulte, sur ma voie d'adulte, ils se sont manifestés justement quand j'ai quitté Paris, quand j'ai quitté tout ce rythme, et quand je me suis retrouvée en Corse avec cette nature très forte, mais aussi avec le temps de vivre. Parce que on jardinait, on faisait du pain, on faisait de l'artisanat, mais on avait beaucoup de temps. Je travaillais pas salarialement parlant, et il y a autre chose qui a pu germer, qui a pu s'ouvrir. Je pense avec le recul parce que j'ai laissé l'espace pour que cela advienne et que cela me rejoigne. Et c'est là que j'ai commencé à faire des grands rêves différents des rêves ordinaires, des rêves qui m'ont secoué très fort et qui semblaient être des souvenirs d'autres temps, d'autres espaces, d'autres vies, notamment avec le souvenir d'avoir déjà vécu dans des tipis, dans d'autres dans tout autre espace-temps. Donc il y a doucement des bribes de ma mémoire d'âme qui ont commencé à réapparaître. D'accord, oui, c'est assez puissant alors. Et j'aimerais juste retourner sur les voix que vous entendiez petite. C'est très intéressant. Alors comment ça se manifestait? Qu'est-ce qu'elles vous disaient, ces voix?
J'en ai vraiment pas de souvenirs très précis. Je me souviens que ça venait la nuit, que je les entendais m'appeler, mais j'en avais peur. Je me souviens pas de grand-chose d'autre, oui. Et alors, quand vous avez commencé à avoir ces visions, dans quel chemin de vie vous étiez à ce moment-là? Les visions des vies antérieures ou futures dans d'autres espaces-temps, j'entends. Eh bien, justement, dans ce chemin de vivre avec ce petit collectif d'amis en Corse, de m'autoriser du temps, de me dire, allez, j'ai fait un chemin tout tracé dans mes études et puis après rentrer tout de suite dans la vie active. Je me suis jamais arrêtée. Ben là, je peux m'autoriser une année sabbatique. Je savais pas exactement combien de temps l'expérience durerait, mais voilà, j'étais dans cette découverte de reprendre contact avec la terre, avec la montagne, celle que j'avais connue dans l'enfance justement, mais que depuis j'avais quitté depuis longtemps. Et donc j'étais dans cette exploration de tout ce qui me paraissait être le retour à l'essentiel, alors que dans ma vie parisienne, on m'avait encensée pour l'élève que j'étais dans les grandes écoles, etc. Mais finalement, j'étais loin de tous les savoirs primordiaux de la vie sur Terre, de tout ce qu'on peut faire avec nos mains en lien avec la nature, etc. Et cette année encore, ça a été l'occasion de recontacter tout ça. Et je crois que c'est pas anodin que c'est à ce moment-là qu'en reconnectant la terre, il y a quelque chose qui s'est rouvert, point de vue du ciel, on pourrait dire, de la spiritualité, de l'âme. Et finalement, tous les 20 années qui ont suivi n'ont cessé de me montrer que plus je connecte la ressource vitale de la terre, plus mon arbre de vie peut se déployer vers le ciel et plus je peux contacter des espaces, des dimensions, des mondes, des royaumes toujours plus subtils. Donc là, en parlant avec vous, je me rends compte que oui, en Corse, il y avait certainement déjà ça, une prise de terre qui revenait et du coup une ouverture aussi au niveau spirituel. Super. Et alors, quel a été donc votre premier apprentissage? Est-ce que vous avez appris toute seule ou est-ce que vous vous êtes dirigée vers je sais pas, des professeurs ou des chamans qui ont pu vous éclairer, vous guider? Alors j'ai vraiment personnellement jamais eu l'impression qu'à un moment donné, je me suis dit tiens, je voudrais faire ça, je voudrais apprendre ça. C'est vraiment venu à moi et ça n'a cessé de me percuter, de frapper à ma porte pendant des années jusqu'à ce que finalement je l'accepte, mais c'était presque comme si j'abdiquais et que enfin j'allais accepter parce que je n'avais comme pas d'autre choix. Et le tout début du chemin, il s'est fait. Donc j'avais quitté la Corse, je vivais en Ardèche, j'avais donné naissance à mon fils, avec un accouchement dans des conditions très difficiles, avec beaucoup de violence, de conflits dans le couple dans lequel j'étais alors. Et puis des problèmes de santé qui ont fait que j'ai accouché dans un grand hôpital de manière hyper médicalisée, loin de tout ce que j'aurais souhaité. Et 1 an après l'accouchement, j'en pleurais encore et je me disais, je vais aller soigner cette mémoire, cet événement de ma vie parce que là, il y a quelque chose de très dur qui s'est inscrit et j'aimerais apaiser ça. Et j'avais donc pris rendez-vous avec une guérisseuse que je ne connaissais pas et que j'avais trouvée sur Internet vraiment par les beaux hasards qui n'en sont pas certainement. Et c'est la toute première fois que je me suis trouvée en face d'un tambour chamanique, dans cette vie-là en tout cas. À la fin de son soin énergétique, cette guérisseuse a sorti son tambour, elle a joué, elle m'a dit rester assise et respirer simplement. Et j'ai senti une énergie fulgurante me traverser de haut en bas, amener énormément de chaleur et de bouillonnement dans mes pieds et dans ma connexion à la terre, justement. Et j'ai vécu ma première transe, si on peut dire ça comme ça, ma première expansion de conscience, où j'avais tout à fait conscience d'être dans la salle avec cette femme et en même temps, je partais ailleurs.
et je me retrouvais dans la peau d'une femme chamane avec un tambour, avec des bandelettes de tissu et de cuir qui pendaient sur mon visage. J'étais dans une sorte de yourte et je soignais ou j'essayais de ramener à la vie un enfant qui était devant moi et qui était inanimé, mort peut-être, je sais pas. Ça a été vraiment fulgurant, vraiment très fort, ça m'a fait trembler de tout mon corps. Et j'ai rouvert les yeux et cette guérisseuse m'a dit tu as reçu l'appel du tambour qui revient à toi, et ça va transformer ta vie. Je savais pas trop ce qu'elle voulait dire par là, je suis repartie de chez moi en tout cas bouleversée et le tambour n'a cessé de tambouriner dans mes oreilles pendant des jours et des nuits. Et peu de temps après, j'ai fait les démarches pour aller fabriquer mon propre tambour, comme une évidence, comme un appel presque urgent. Il fallait que j'y aille, il fallait que je le fasse. Bon, voilà, je passe les détails. Il y a eu de nouvelles synchronicités, qu'il y avait plus de place pour cette session de fabrication de tambours. Et puis finalement, une place s'est libérée, etc. Bon. Et donc, je me voilà avec un tambour dans les mains, dans ma vie, mais je ne savais pas du tout quoi en faire. Je ne savais pas comment l'approcher. Il m'impressionnait à chaque fois que je le prenais et que je battais quelques coups. Il y avait quelque chose en moi qui se rappelait, je pense, de la puissance à cet endroit-là, de la belle puissance, mais aussi de la puissance qui a pu être mal utilisée. Et il y avait un endroit de moi qui était appelé à y retourner et une autre partie de moi qui, au contraire, non, je veux plus y toucher. Et donc, ça m'a pris personnellement des années on dit parfois que le tambour, c'est le cheval, c'est une monture sauvage qui demande à être domestiquée. Pour moi, ça a été vraiment ça parce que notre approche tous les deux notre prise de contact a été très longue. Je jouais, j'allais même parfois, donc là, j'ai commencé à faire quelques formations d'initiation au chamanisme. Et puis, il se passait toujours des choses très fortes et d'autres moments où je disais stop, j'arrête, je ne veux plus y toucher. J'ai vraiment fait ce va-et-vient pendant des années pour reprendre contact avec tous ces mondes dans lesquels ça pouvait me faire voyager, pour peut-être accueillir une à une toutes les peurs, toutes les résistances, toutes les mémoires douloureuses que je portais en moi en lien avec ces mondes-là. Et voilà, il y a eu des années, plus de 10, 12 ans, avant que je dise vraiment oui, ok, je suis appelée à faire quelque chose avec ça et j'y vais. Mais ça a été un long chemin. J'imagine, oui. Et alors, justement, quelles sont les perceptions des mondes invisibles qui ont pu évoluer en ces 12 années? Elles sont, ça a grandement évolué et je crois que ça ne cesse chaque jour d'évoluer encore et de m'amener toujours plus dans des espaces que je ne connais pas ou dont en tout cas le personnage de Claire ne se souvient pas. Et plus je joue du tambour, plus j'accompagne des individus ou des groupes dans cette reconquête de toute notre grandeur et de tous les liens que nous portons, de tout ce à quoi nous sommes reliés, plus je suis épatée, émerveillée, surprise et plus j'en découvre. Donc au début, c'était voilà, les explorations habituelles, on vous amène rencontrer votre animal totem. C'était quand même c'était toujours puissant et c'était toujours des retrouvailles très émouvantes pour moi, comme des endroits de moi qui pleuraient la retrouvaille avec ces forces-là, sans que je sache d'où viennent mes larmes. C'était vraiment quelque chose, comme on dit, qui touche le fond de l'âme. Et petit à petit, ça n'a cessé de m'amener de nouveaux amis, de nouveaux alliés, de multiples animaux, de multiples alliés dans ce qu'on pourrait appeler les royaumes de la terre, de la nature, et de multiples contacts avec des
des présences dans les royaumes plutôt célestes, dans les mondes d'en haut. Ça m'a montré notre capacité que nous portons tous à voyager, autant vers le passé, vers l'avenir, vers les différents continents, notre reliance à différentes cultures, à différentes traditions. Je trouve ça épatant finalement de reconnecter cette grande toile universelle dans laquelle nous faisons partie et nous sommes à cet endroit-là reliés avec des ressources qui peuvent servir notre vie quotidienne et dont bien souvent nous n'avons pas conscience, nous avons perdu le lien. Et tout à fait, je pense que dans une société consumériste, où il y a énormément de technologie ou d'addiction, c'est sûr qu'on est amené malheureusement à brouiller en fait ces forces et ces interactions plutôt que de les accueillir. Et alors justement, vous me disiez hors antenne que là, vous sentez une période où le monde se réveille. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Ben oui, tout à fait. Moi, je ne cesse d'être émerveillée aussi dans cette période actuelle qui est difficile sous bien des aspects et j'en suis consciente pour beaucoup de monde. Les 2 dernières années que nous venons de traverser, elles ont été difficiles, bouleversantes. Et en même temps, je vois tout ce qui est prêt en nous à éclore et à tout ce qui frappe à la porte. C'est comme si vraiment c'est l'heure du grand réveil, c'est l'heure du grand passage où l'humanité se souvient qui elle est. Et nous sommes aujourd'hui appelés à ça plus que jamais et j'ai l'impression que tout ce contexte autour de nous où on peut avoir l'impression extérieurement que tout se referme avec toute la symbolique du confinement qui a pu être une privation, des chemins qui se ferment, l'impossibilité de voyager pour certains, de travailler pour d'autres, etc. Finalement, intérieurement, ça a poussé la graine en nous qui frappe la coquille, qui demande à casser la prison, la coque qui nous retenait encore petits ou asservis ou oui, ayant oublié vraiment toute une partie de nous, ça frappe à la porte et ça demande à s'ouvrir. Et j'accueille chaque jour dans les séances de soins que je propose au tambour des personnes qui en sont à ce stade-là comme sur un seuil où il y a un appel très fort à oser enfin exprimer ce qu'elles sentent en elles, qu'elles portent de plus beau, de plus essentiel, de plus précieux, oser enfin l'offrir au monde. Et en même temps, on est quand même confronté à des liens qui nous retiennent encore, des vieilles croyances, des vieilles peurs, des vieux schémas personnels, transgénérationnels, collectifs, etc., qui retiennent, mais je vois dans les espaces de soins que nous pouvons facilement aujourd'hui franchir le pas où ces vieilles chaînes se brisent et où le chemin s'ouvre pour le déploiement du plus beau de notre être. Et il semble, dans la sensibilité que j'ai à l'invisible, que nous soyons vraiment aidés et soutenus dans ce sens-là par des sages par des présences, par des guides, par des gardiens, gardiennes de la terre que j'aperçois dans la vision, dans les visions comme d'anciens hommes et femmes médecines, d'anciens sages des différentes traditions qui savaient qu'à l'heure actuelle, nous vivrions ce grand passage et qui nous accompagnent comme pour nous dire « tu peux y aller, n'aie pas peur parce qu'à cet endroit-là, si tu dis oui, tu es soutenu, tu es aidé et nous sommes là pour t'accompagner. » Et parfois dans les visions, ils se placent dans le dos des personnes vraiment comme pour apporter ce soutien à nous, les mains sur le dos. Nous sommes avec toi sur
sur ce oui à ce qu'il y a de plus beau en soi. J'en ai des frissons parce que j'ai l'impression que c'est un peu ce qui se passe aussi dans ma vie personnellement. Et oui, ça en a Donc, tout l'air de ce que vous me racontiez de l'ouverture de votre propre chemin, oui. Tout à fait, oui. Donc je le sens très fortement et c'est vrai que parfois, il y a mes amis qui me demandent: «Mais comment tu fais pour supporter du coup de voir certaines souffrances ou d'avoir la force, de faire ça et ci et ça?» Et je leur dis: «Mais très honnêtement, je ne pense pas être seule. C'est pas juste moi, la petite conscience, c'est tout un Oui. ensemble». Et je le sens très fortement que je ne suis vraiment pas seule et on n'est pas seul. Personne Oui. n'est seul dans ce chemin-là. Alors pour revenir aux soins, individuels que vous donnez, j'ai une question justement quand vous dites que des croyances, individuelles ou collectives sont encore, peuvent rendre parfois, l'ouverture un peu difficile. Ça vous est déjà arrivé de voir que certaines croyances chez certaines personnes vraiment, empêchent, cette ouverture? Est-ce que ça peut vraiment, barrer la route? Ah oui, tout à fait, très concrètement. C'est très intéressant dans mes visions qui se sont précisées et affinées au fur et à mesure que je pratique et qui me montrent parfois au niveau mental les structures mentales. Quand on parle de croyances comme des structures mentales, finalement, quand on les voit, pour ceux qui ont la capacité de percevoir dans l'invisible, elles apparaissent véritablement comme des structures. Ça fait comme des formes géométriques, comme des espèces d'échafaudages autour du corps énergétique de la personne, notamment autour de la tête. Et parfois, je sens et je vois vraiment très fort dans les soins ou les voyages de groupe aussi, que ces structures sont lourdes, qu'elles font mal, qu'elles sont comme étriquées et qu'elles ne sont plus adaptées à ce qui pousse à l'intérieur de l'être et qui a envie de germer, qui a envie de s'exprimer. Ou bien qu'elles ne, dans l'autre sens, on pourrait le voir aussi comme ça, qu'elles ne sont plus adaptées à laisser passer la lumière, amour de la source de vie et les impulsions qu'elle envoie vers chacun de nous individuellement, que j'aime appeler les impulsions de notre étoile, qui cherchent à nous envoyer comme ça les signaux et toute l'énergie dont on a besoin pour laisser traverser à travers nous cette énergie de vie et l'offrir au monde comme un champ de fleurs. Et quand les structures mentales sont rigidifiées, sont inadaptées, ça crée vraiment une architecture qui ne permet pas à ce flux d'énergie de descendre à travers nous, à travers toutes nos couches, toutes nos strates de conscience et jusqu'à venir à s'exprimer, à se matérialiser dans notre vie quotidienne. Et donc, je suis passée de la connaissance intellectuelle sur les croyances, les systèmes de pensée, que parfois quand même ça nous encombre, ça nous empêche d'avancer, à finalement maintenant une expérience plus sensitive et dans la perception de ces carcans, de ces schémas mentaux qui vraiment parfois quand je les ressens le tambour à la main, ça fait mal. Et avec l'énergie, notamment quand on se relie à la source ou à nos guides ou aux grands maîtres, aux grands sages qui peuvent nous aider dans les autres mondes, quand ils viennent amener de la ressource sur une personne, on voit dans le soin la structure qui se transforme et qui va devenir une forme géométrique harmonieuse qui va être à même de laisser passer cette énergie de vie et finalement la lumière de notre étoile. Donc j'en suis vraiment consciente, oui, à quel point le thème qui est le thème phare de votre podcast des croyances limitantes, c'est tellement important. Oui et alors justement quel est, finalement le soin que vous apportez? Est-ce que vous faites disparaître la croyance? Enfin je ne sais pas si on peut la faire disparaître ou alors vous faites en sorte qu'elle prenne moins de place, qu'elle soit apaisée, rassurée?
Ben, dans les soins chamaniques, qui sont vraiment des soins surtout vibratoires, hein, c'est beaucoup d'énergie qui passe et qui va venir s'imprégner dans toute la structure de lumière, qui va faire bouger l'échafaudage sur lequel on est construit et qui va venir aussi au niveau cellulaire comme réinformer la cellule. Dans ces soins-là, je sens que ce qui se passe au niveau des croyances, c'est déjà qu'elles sont éclairées. Donc, par exemple, une croyance qui n'était pas du tout conscientisée pour la personne, d'un coup, il y a un grand rayon de lumière là qui vient la montrer. Donc, moi, je la verbalise déjà pour la personne, et je crois que déjà quand elle est mise en lumière, elle bouge, elle se met déjà, elle est moins rigide, c'est moins une zone de fixité. On l'a identifiée, on l'a vue. Après, il y a, moi, dans le soin chamanique, je me laisse vraiment traverser par ce qui vient. Alors, c'est pas moi, comme dans d'autres types de thérapies, qui va accompagner la personne dans une sorte de protocole pour l'amener à faire évoluer ses croyances ou à les lâcher ou quoi que ce soit. C'est vraiment, voilà, je laisse venir toutes ces rayons d'énergie, de lumière, amour, de spectres, de couleurs, de ressources de la nature qui viennent, qui ramènent de la vie et qui vont comme ça changer en quelque sorte vraiment ça va venir, oui, changer la forme de cette croyance, changer sa géométrie. Et je pense que derrière la personne, elle va naturellement se sentir plus souple, plus ouverte. Et certaines me témoignent que naturellement, elles ont vu changer leur regard qu'elles portaient sur la relation avec leur enfant, sur leur relation à l'argent, sur une peur qui les tétanisait jusqu'à présent. Tiens, là, la dernière fois que cette peur m'a approchée, j'ai vu que je ne la regardais plus pareil. Donc voilà, on va voir que tiens, la structure de croyance s'est mise en mouvement. Oui, c'est quelque chose de presque visuel, presque physique en fait, d'accord. Exactement, ça m'apparaît comme presque physique, tout à fait, oui. Super. Et alors je sais que ça, c'est une question assez difficile, mais est-ce que vous arrivez à voir des tendances pour lesquelles les personnes viennent vous consulter? Donc, pourquoi les gens viennent vous consulter? Vous arrivez à voir des choses qui se répètent dans une société qui est française ou d'ailleurs, je ne sais pas, mais en tout cas moderne? Alors, je sais pas si c'est en lien avec la société ou si l'échantillon de personnes que je reçois peut être représentatif de la société. En tout cas, il est représentatif d'une partie de la population qui, en ce moment, se sent appelée à prendre cette place de gardien, gardienne de la terre, guerrier, guerrière de lumière, des personnes qui parfois sans vraiment le savoir mais viennent à moi parce que à travers le personnage de Claire que je suis dans cette vie, elles sont appelées par autre chose. Leur âme est appelée par ce qu'il y a derrière moi sans doute et qui vient connecter, réveiller quelque chose en elles. Et notamment, j'ai beaucoup de personnes qui, sans que ce soit toutes des personnes qui sont appelées à devenir chamanes ou quoi que ce soit, mais en tout cas qui sont quand même des personnes appelées à agir dans le monde. Moi, je dis dans le langage chamanique qu'elles portent de la médecine. Ça, c'est être des personnes qui sont appelées à être traversées par une énergie plus grande pour l'offrir au monde. Alors, ça peut être des messagers, ça peut être des artistes, ça peut être des éducateurs, ça peut être des instituteurs, ça peut être des médecins, des thérapeutes, des accompagnants d'une manière ou d'une autre qui sont appelés par ce type de chemin de vie où quelque chose de plus grand cherche à me traverser et à s'offrir au monde. Et je crois que les personnes, elles viennent vers moi pour ça, pour rouvrir le passage, pour reconnecter cette énergie-là et oui, voilà, rouvrir le passage pour que ça puisse passer.
Et c'est souvent très étonnant parce que parfois il y a des personnes ce sont quand même des soins où il y a beaucoup d'intensité, ça passe par le corps. Et c'est ce que j'aime dans la médecine chamanique, c'est aussi qu'elle vient réveiller l'énergie de vie. Et elle vient réveiller les espaces de nous qui peut-être ont été meurtris, ont été complètement endormis au fur et à mesure de nos différentes vies ou de nos différentes expériences dans cette vie-là. Il y a des endroits qui se sont comme sclérosés, quoi, qui se sont vraiment comme devenus des endroits un peu morts en nous-mêmes, notamment dans le ventre, par exemple. Et ces personnes, elles viennent aussi reconquérir leur terre intérieure pour que cette terre soit la plus vivante possible et qu'elle puisse porter les plus beaux fruits dans le monde. Et je sens que ces médecines sont puissantes pour permettre cela. Et est-ce que vous avez des personnes qui justement qui reviennent avec une forme de lumière qui s'est concrétisée dans la matière? Oui, j'ai des beaux retours sur ce que ça fait bouger pour les gens. Ça, je pense que c'est le type de soin, de voyage qu'on va pas forcément vivre une fois par mois, que c'est pas la peine, c'est des grandes reconnexions. Et j'ai pas toujours le suivi des gens qui viennent me voir, mais je sais que pour certaines personnes qui m'ont écrit 2, 3, 6 mois après avoir vécu une retraite ou avoir fait un soin, ça a mis en route quelque chose, ça a réenclenché la magie de la vie quand elle circule bien à travers nous, à travers le tamis que nous sommes pour cette énergie de vie. Quand les canaux sont ouverts, il y a toutes les synchronicités qui se remettent en route aussi. Et pour certaines personnes, ça a été une rencontre, un chemin qui s'est ouvert, une proposition d'emploi qui est arrivée, la créativité qui s'est remise en route, la sensation qu'un gros poids les a quittés. Je crois aussi, pour revenir sur la question précédente, que si certaines personnes sont appelées ou certaines thématiques communes aussi que je vois chez certaines personnes, ce sont des personnes qui peuvent avoir déjà fait tout un chemin thérapeutique dans d'autres disciplines, mais qui sentent qu'elles sont à un endroit de leur histoire où là, il y a quelque chose qui est d'un autre ordre. C'est pas seulement de l'ordre de la psychologie ou des émotions internes à notre personnage. Il y a quelque chose d'un autre ordre qui soit demande à venir ou qui soit demande à se libérer. Et par exemple, je me souviens d'une femme thérapeute aussi qui mettait plein de belles choses en place dans sa vie, donc elle marchait quand même déjà sur son chemin, on peut dire. Et pour autant, elle sentait qu'il y avait une grande ombre et des choses assez obscures qui la retenaient, qui la plombaient toujours, de nombreux rêves très obscurs avec comme de vieux fantômes en fait qui étaient bloqués à un certain endroit. Et le voyage est allé ouvrir l'espace, mettre de la lumière, de l'amour sur toute une partie de sa famille qui avait été génocidée et tous ses ancêtres. Et c'était étonnant d'ailleurs parce que c'était autant des énergies qui avaient pu être bourreaux que autant des énergies qui avaient pu être victimes de cet événement-là. Appelait à travers elle à être libérée. Et elle avait, comme c'était une femme déjà engagée, déjà thérapeute, il y avait déjà toute cette énergie en elle pour pouvoir le faire. Et dans l'accompagnement que j'ai pu lui apporter, ça a été éclairé dans un bain de lumière et d'amour magnifique. Et elle m'a écrit quelques mois après vraiment un très beau témoignage sur la délivrance que ça lui avait permis. Donc je crois aussi que nous en sommes là dans notre humanité. Il y a certains poids qui sont encore présents dans l'inconscient collectif, certaines grandes ombres de notre histoire commune qui font référence à des moments de notre histoire où il y a eu des grandes ruptures avec la source et des grandes exactions qui ont été commises. Je sens que ces poids-là et toute leur mémoire douloureuse, souffrante, comme des grosses brumes ou des boues nauséabondes, appellent à être libérés de la sphère aujourd'hui, de l'inconscient collectif de la Terre.
et que nous ne pouvons pas traverser le grand portail actuel chargé de ces énergies, de ces nuages, de ces ombres, de ces boues là. Et donc ça appelle à travers nous qui sommes de plus en plus nombreux à être appelés à être des petits porteurs de lumière et d'amour sur cette terre, ça appelle à travers nous à être libérés. Et je suis parfois très touchée de voir que la libération qui se fait dans le soin individuel pour une personne, de plus en plus, j'ai tellement conscience qu'elle ne se fait pas seulement pour elle, mais qu'elle libère bien plus largement notre humanité commune de tellement d'atrocités qui ont été commises. Et aujourd'hui, il y a cet appel vers une nouvelle ère beaucoup plus légère, beaucoup plus vibrante, avec une humanité beaucoup plus consciente de ses créations. Qu'est-ce que nous créons chaque jour dans la matière et dans l'invisible? Qu'est-ce que chaque jour, chacun d'entre nous, depuis notre toute petite vie individuelle qui peut paraître insignifiante, nous envoyons comme information dans la grande matrice? Et je crois que nous sommes de plus en plus nombreux à nous réveiller sur notre responsabilité et à se dire à chaque fois que je vais remettre de l'amour, de la lumière sur une part sombre de mon histoire personnelle, je l'offre au monde. Et ça me donne personnellement beaucoup d'espoir, de sentir que nous sommes de plus en plus nombreux à prendre en charge, depuis notre sphère individuelle, la grande transformation du monde. Oui, c'est magnifique, c'est le microcosme qui reflète le macrocosme, c'est le chemin intérieur qui permet la modification du chemin extérieur, tout est résonance. Hein. Je pense que dans le chamanisme, on apprend que tout est vibratoire, que tout est résonance, et c'est en ce sens que je pense qu'on ne doit pas garder la lumière qu'on a pour nous. Cela serait dommage. Oui, tout à fait. Et pourtant, c'est un point assez sensible parce que quand on est appelé à la transmettre, il arrive justement des tas de croyances limitantes qui nous disent « Mais non, tu n'es pas prêt, tu peux pas, tu n'es pas légitime, tu n'as pas le droit, etc. » Et y compris les vieilles croyances qu'on ramène de loin, qui nous ramènent aux mémoires que des persécutions et autres qu'on a pu subir en osant être nous-mêmes dans d'autres espaces-temps. Et c'est vrai que pour oser, je pense vraiment que nous sommes des êtres de contribution, nous sommes des êtres de transmission, et que à l'endroit de notre noyau, du rayonnement le plus beau de notre être, il y a un épanouissement pour soi, et tant mieux, mais il y a aussi quelque chose qui a envie de s'offrir au monde. Et du coup, c'est chouette de le faire, ce chemin, d'aller libérer toutes les croyances qui nous en empêchent, et à un moment donné de se dire, je vais simplement, en étant moi-même, effectivement, partager l'enseignement, l'énergie qui me traverse, la laisser traverser pour s'offrir. C'est pas un orgueil ni une vanité mal placée, c'est comme juste reprendre notre place, que nous sommes tous des canaux entre terre et ciel, et que bien évidemment nous sommes traversés par des énergies plus grandes que nous. Tout à fait, exactement. Et alors pour revenir sur ce que vous disiez par rapport aux mémoires qui sont très lourdes de notre humanité, parfois génocidaires, parfois dans le nihilisme de l'être humain, est-ce que tout se soigne, Claire? Alors là, je n'aurais la prétention de savoir répondre à la question, ni de pouvoir dire oui. En tout cas, je crois que tout s'éclaire, que tout peut s'éclairer, et que à chaque fois que nous pouvons poser de la lumière, c'est-à-dire de la conscience et de l'amour sur des zones sombres de nous, de notre histoire familiale, de notre histoire humaine, à chaque fois elle s'assouplisse, elle s'allège, et le nuage noir qu'elle formait dans les grégores collectifs
se dissipe un petit peu plus. Et ce que je vois, c'est que plus nous grandissons dans le fait de laisser ces forces de lumière et ces forces d'amour agir en nous, plus nous allons être appelés sur ce chemin d'éveil à connecter des mémoires toujours plus lointaines et toujours plus sombres peut-être de notre humanité commune. Et parce que nous engrangeons la ressource pour pouvoir y déposer de l'amour et de la lumière. Et ces dernières années, parfois, je traverse des ombres où je me sens plus du tout dans mon histoire personnelle. Alors peut-être certainement que si je les traverse moi, c'est qu'il y a quand même une résonance, mais des atrocités qui ont pu être vécues où je sens que ça vient dans mon corps se faire ressentir parfois avec intensité et non sans douleur, pour que depuis mon petit niveau, ma petite échelle, je puisse déposer amour et lumière dessus. Et ça se fait à travers moi comme ça se fait à travers des tas d'autres personnes sur cette terre. Et c'est là que je trouve qu'il faut aussi nous réveiller et nous encourager mutuellement les uns les autres, parce que quand nous avons l'impression de sombrer dans des sensations lourdes, douloureuses, obscures, qui parfois nous coupent tout élan de vie, toute joie, on peut être dur avec soi-même dans ces moments-là, se juger, se critiquer, se dire ben voilà, tu vois, t'as pas avancé, tu retombes, voilà, comme si c'était un mal en soi que d'aller traverser ces énergies-là. Alors que je crois que pour certains d'entre nous, nous sommes appelés à le faire. Et ces énergies-là, elles appellent. C'est comme, je les vois parfois comme des petites entités terriblement souffrantes qui sont coincées dans la grande trame de la mémoire du monde et qui ont besoin que certains d'entre nous les accueillent et que finalement le processus évolutif, il n'est pas plus compliqué que ce sur quoi je peux poser ma conscience en lui disant je te vois, je te sens et je te ramène dans l'amour, je t'envoie de l'amour, je te ramène dans l'unité du cœur. Chaque petite ou grosse énergie souffrante sur laquelle nous pouvons déposer cet accueil, cet amour, elle s'allège déjà. Donc, ne soyons pas durs avec nous-mêmes quand nous traversons tout ça, parce qu'en ce moment, c'est très intense. Et nous sommes nombreux à pouvoir ressentir qu'un jour, on a le moral, on se sent bien, on se sent plutôt léger, joyeux et plein d'entrain. Et le lendemain, paf, de nouveau, on peut se sentir plombé. Soyons aguerris, soyons éveillés, informés sur le fait qu'en ce moment, énormément de fréquences douloureuses cherchent à quitter la Terre et que la Terre elle-même, en tant que grande mère vivante, elle pousse tout ce marasme à sortir. Et donc nous qui sommes des êtres sensibles, qui sommes des êtres d'énergie, nous ressentons tout cela bien sûr. Donc osons être ensemble et nous soutenir les uns les autres dans ces grandes traversées et dans cette grande purge de l'inconscient collectif pour qu'enfin notre terre-mère, elle puisse respirer plus de légèreté et que nous-mêmes en tant qu'humanité, nous puissions la vivre, la sentir, la savourer. Mais ça ne se fera pas sans ce grand processus de transformation que nous vivons actuellement. Et sans notre aide à échelle individuelle, j'imagine. Oui. Alors ça me fait penser à une question que je voulais vous poser. Personnellement, et je suis pas la seule, j'ai beaucoup de mal, par exemple, quand je vois l'égoïsme de certaines personnes, on se retrouve, voilà, à les juger, voire même à les rejeter. Et voilà, parfois on a beaucoup de mal à comprendre les personnes qui ne regardent que leurs intérêts personnels au détriment du collectif et au détriment de justement d'un savoir ou de quelque chose qui pourrait nous élever. Alors,
est-ce que vous pourriez possiblement nous donner des clés pour éviter de tomber justement dans le jugement, ce qui reviendrait à braquer notre interlocuteur, et comment, sans prétention, insuffler, pourquoi pas, la graine d'une remise en question chez ces personnes-là avec qui on a tendance à avoir des conflits? Mmh. C'est sûr que c'est toujours très délicat de confronter ça. Ce qui me vient déjà, je réentendais dernièrement cette femme qui amène beaucoup d'enseignements sur les réseaux sociaux, Christine André, qui parle beaucoup des âmes, des parcours des âmes, etc. Et je trouvais ça intéressant l'autre jour de la réentendre dire: n'oublions pas qu'il y a sur la terre depuis toujours des jeunes âmes. Alors elle appelait ça des âmes primaires, toutes nouvelles. Et puis après des jeunes âmes, et puis après des âmes, je sais plus quel adjectif elle mettait dessus, pour arriver enfin aux vieilles âmes. Et elle disait que vraiment chacune avait leur place, leur rôle à jouer, et que chacune de ces âmes était accompagnée par des guides, avec des guides qui sont beaucoup plus souples avec les toutes jeunes âmes qu'avec les vieilles âmes. Alors ça m'avait fait sourire. Et elle disait qu'avec les vieilles âmes, ils sont plutôt intransigeants et ils envoient beaucoup de travail à faire dans cette grande période de transformation actuelle. Et j'ai bien aimé sa manière de le représenter simplement et de nous rappeler que bah oui, nous n'avons pas tous les mêmes rôles à jouer, et certainement que tous les rôles sont quand même nécessaires dans le grand processus évolutif que nous vivons. Et en tout cas personnellement, je ne sais pas quel conseil je pourrais donner, mais je sais que la vie me rappelle régulièrement à sortir du jugement, et quand je rencontre des personnes qui m'horripilent, qui me mettent en colère, qui m'énervent, qui derrière très souvent me revient la leçon d'aller voir en moi-même dans le miroir qu'est-ce qui est énervé à cet endroit-là, qu'est-ce que ces personnes-là elles reflètent de moi-même finalement. Et à chaque fois de redemander pardon pour les jugements que j'ai pu porter, et pour vraiment à chaque fois avec cette leçon que oui, que nous avons tous des rôles différents à jouer. Oui, et justement, ça me rappelle quelque chose que m'avait dit une indienne justement en Amazonie, qui me disait, parce que étant donné que notre vibration a tendance à attirer une autre vibration, ou alors ce fameux effet miroir dont vous parlez, je me disais, et je lui pose la question, je dis mais par exemple pourquoi moi je vais attirer cette personne-là hyper égocentrique, et là elle me dit alors c'est pas forcément que ça résonne avec ta vibration, c'est que en fait toi tu vas avoir peut-être potentiellement une parole, un mot, une phrase où tu vas lui faire rencontrer quelqu'un qui va lui le mettre sur un possible chemin, ou alors un chemin qui va amener un autre chemin, ou un autre chemin. Enfin, elle me dit parfois c'est pas en rapport avec ta vibration à toi, c'est que ça a été mis là sur ton chemin pour la personne, pas pour toi. Ça arrive aussi. Et j'ai trouvé ça très sage, et ça permet de nous déculpabiliser un petit peu face à ces personnes. Et oui, tout à fait, oui. Et puis parfois ce sont des bons entraînements que de comment je peux garder mon alignement, comment je peux rester dans mon espace de paix, comment je peux parfois aussi apprendre à me taire avec certaines personnes qui peuvent pas entendre ce que je veux amener, qui n'en sont pas là, justement, ça fait tellement pas partie de leur système de croyance, et peut-être que en partageant quand même autrement, dans la simplicité, il y a certainement quand même un échange vibratoire qui se fait.
et qui peut-être tout doucement insuffle des transformations. Et alors, dans le monde ésotérique, ça arrive que des personnes, voilà, qui n'ont jamais fait l'expérience de ce monde-là ou qui tout simplement ne s'y intéressent pas, il est possible de faire face à des incompréhensions, des interrogations, des jugements et voire parfois même des attaques. Alors, est-ce que vous en avez déjà eu l'expérience et quelles sont, je dirais, les attaques les plus récurrentes dans ce cas-là que vous pouvez recevoir? Vous parlez des attaques de la part d'autres êtres humains, pas d'attaques dans l'énergie ou dans l'invisible. Voilà, d'autres êtres humains qui ne comprennent pas ce monde invisible ou qui vont critiquer ou voire même attaquer. Oui. Effectivement, j'en ai déjà confronté beaucoup avec voilà le fait que tout ça ne pouvait être que de l'imagination ou même de l'idolâtrie ou même pour certaines personnes dans la religion qui voilà, qui peuvent assimiler tout ce qu'on peut faire dans l'invisible avec les énergies, etc., comme de la magie, de la sorcellerie, de l'œuvre du diable, etc. J'en ai déjà entendu plusieurs fois. Pour moi, c'est toujours intéressant parce que ça m'est pas arrivé beaucoup. D'une part, je crois que j'avais peur moi-même. Comme je vous ai dit, moi, j'ai pas choisi un beau matin de me dire « Oh, j'ai envie de baigner dans l'ésotérisme et de devenir chamane ». Ça m'est jamais arrivé. Ça a été encore une fois, un très long chemin pour accepter que je ramenais de la mémoire, que je ramenais de la capacité à cet endroit-là et que j'étais appelée à faire ça, et même tellement bousculée par certaines énergies dans le monde invisible qui me poussaient à y aller, que vraiment, comme je disais, à un moment donné, c'était presque comme si je n'avais plus le choix. Et j'ai eu plusieurs enseignants de diverses traditions qui m'ont rappelé que dans leur tradition, on disait que celui qui recevait l'étincelle chamanique, s'il ne lui ouvrait pas la porte, il pouvait devenir fou, tomber malade ou même en mourir. Et c'est vrai que moi, à une période de ma vie où j'avais du mal à lui ouvrir pleinement la porte à cette étincelle, à cette médecine chamanique, j'ai eu beaucoup d'accidents, d'épreuves, de maladies, de grands chocs, et que finalement, le jour où je lui ai dit oui, tout le chemin s'est largement apaisé, fluidifié. Il n'est pas dépourvu de défis, mais il est largement plus calme et plus joyeux qu'avant. Donc voilà, moi pour dire que j'ai pas vraiment choisi, et en fait pendant toute une période de ma vie, je ne voulais pas en parler, j'avais peur justement d'être jugée, et j'avais vraiment conscience de tous les abus qu'il y a dans ces milieux-là. Il y avait beaucoup de gens que je trouvais un peu immatures, que je trouvais dans les abus de pouvoir, que j'ai fait un petit stage de Reiki de 3 jours et je deviens énergéticien et je distribue mes cartes de visite. Pour moi, c'était hors de question. Il fallait que ce soit solide, il fallait que ce soit profond, il fallait que ce soit éprouvé de l'intérieur. Et du coup, voilà, comme la vie nous amène toujours le résultat de nos croyances, il a fallu que je l'éprouve vraiment, parfois dans la difficulté, avant de lui dire oui. Et donc, comme j'en parlais pas beaucoup, peut-être ça m'évitait aussi d'être confrontée. Et j'ai plutôt eu des beaux cadeaux, parce qu'il y a des gens à qui j'en parlais pas, parce que je me disais non mais eux, ils ne croient pas du tout en tout ça, ça peut pas les intéresser. Et finalement, plus j'ai dit oui moi-même à l'intérieur, oui à ce que je ressentais, c'était pas oui à quelque chose qu'on m'inculquait comme ça de l'extérieur, c'était oui à l'expérience vivante qui était en train de se vivre dans les profondeurs de mon corps, de ma conscience. Plus j'ai dit oui à tout ça, plus des personnes autour de moi se sont ouvertes. Et aujourd'hui, c'est même étonnant que certaines de ces personnes sont venues me demander des soins, se sont ouvertes à ces mondes-là, à mes côtés. D'autres personnes m'ont dit avoir toujours été un petit peu intriguées par le chamanisme et n'avoir jamais osé franchir le pas, justement de peur aussi de tomber sur des abus, des huluberlus ou je ne sais quoi. Et à mes côtés, je suis très honorée qu'elles aient trouvé la confiance de venir ouvrir les portes de l'invisible.
Donc voilà pour ce qui est de ça. Et je trouve ça toujours intéressant aussi que les rares fois où j'ai quand même confronté quelques critiques assez acérées, finalement ça m'a refait travailler sur les vieilles mémoires de l'Inquisition et dans d'autres cultures, d'avoir été interdite j'ai beaucoup de mémoires en lien avec les pays de l'Est et des périodes où on a été interdit de pratiquer au tambour, où les tambours étaient brûlés, les chamans étaient pourchassés, et donc les quelques fois où dans ma vie des personnes ont prononcé ces mots-là, des critiques comme ça m'a permis d'aller remettre du baume, remettre de la conscience, remettre de l'amour sur cette partie-là de moi qui avait peut-être encore peur de la persécution, peur d'être chassée, exilée. J'ai aussi des mémoires de cet ordre-là pour porter le message que je porte et pour porter la médecine que je porte. Donc ça a toujours été des bonnes occasions d'évolution, de rencontrer ces petites voix. J'imagine. Eh oui, j'imagine. Et alors, vous parliez également d'attaques dans le monde invisible. Alors ça doit être moins sympa. Ça, c'est moins sympa, effectivement. Ouais. Je m'y attarde jamais beaucoup quand je partage à l'oral ou à l'écrit, parce que je ne veux pas leur donner à manger. Et bien sûr. Comme on le sait, ce sur quoi nous posons notre attention se renforce et peut devenir encore plus virulent. Alors, ceci dit, je trouve ça important quand même. En tout cas, les dernières leçons que j'ai reçues sur ces sujets-là intérieurement m'amènent à me dire que c'est important que je sois au fait avec le fait que ce type d'attaque existe et avec le fait qu'aujourd'hui, dans cette période magnifique que nous vivons, que je trouve magnifique, de grands réveils et de grandes transformations, il y a beaucoup de lumière, beaucoup d'amour, beaucoup de force de lumière et d'amour qui nous accompagnent vers les plus beaux chemins, vers la plus belle expression de l'être humain dans tout son noyau divin qui peut revenir et se remettre à vibrer. Et de l'autre côté, il y a aussi des forces qui ne vont pas dans ce sens et qui n'ont pas envie que l'humanité aille éclore et aille se réveiller et aille se retrouver dans toute sa puissance créatrice, dans toute sa grandeur. Et je crois que comme je disais, il s'agit pas d'avoir peur des attaques tous les jours et de s'en faire tout un fantasme où nous allons finir par les attirer à nous. Mais soyons quand même au courant que, certainement depuis longtemps, mais je crois qu'en ce moment c'est assez fort, les deux camps sont puissamment réveillés. Donc il y a toutes ces forces qui poussent l'humanité vers l'expression de sa plus belle lumière sur la terre, et il y a d'autres forces qu'on appelle des forces d'involution qui ne vont pas dans ce sens-là. Et je crois que pour tous les porteurs-porteuses de lumière, d'amour sur cette planète, nous pouvons rencontrer parfois, moi je les rencontre parfois dans mes rêves, des visites de ces forces obscures qui cherchent aussi à nous faire perdre de l'énergie, à nous faire douter, à nous faire avoir peur, à nous faire trembler et à nous dire « Ouh là 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 là, non, 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 je ne vais pas y aller sur ce chemin, le tambour, je ne vais pas le toucher aujourd'hui, le prochain événement que j'avais prévu, je vais l'annuler. » Elle cherche dans ma perception à nous retirer des forces et à nous désarmer de nos armes d'amour et de lumière. Alors, puisque le sujet est abordé, le petit conseil que je donne, c'est pas de barricader autour de nous des murailles de protection en utilisant tous les outils énergétiques, ésotériques qu'on peut connaître pour ça. Le gros sel. Voilà, le gros sel, la barrière de lumière,
Et je crois que la plus belle des protections, c'est de rester bien relié à notre noyau divin, qui est toujours pur, toujours intact et absolument intouchable. Et de nous rappeler qu'il est toujours pur, toujours intact et absolument intouchable. Et plus je me relie à ce noyau divin et à toutes ces pures potentialités qui sont directement reliées à la source, plus mon champ d'énergie va être empli de cette énergie de la source qui est toujours fraîche, toujours renouvelée et qui va me donner une sorte d'immunité énergétique. Donc je vais pouvoir traverser parfois des énergies plus lourdes, plus denses, peut-être sentir certaines attaques m'effrôler, mais je reste connectée sur mon noyau, j'ai confiance en lui, j'ai confiance dans les guides qui m'accompagnent, j'ai confiance dans le grand réseau que nous sommes de plus en plus à être réveillés sur cette terre, et fort de cette reliance à mon noyau et à tous mes alliés dans tous les mondes, je retrouve ma paix, je retrouve ma confiance et je continue mon chemin tranquille. Donc, je vous ai vu les forces qui ont cherché à me détourner, mais je ne vous donne pas à manger. D'accord, super. Et alors justement, ça fait une belle transition pour aborder le thème des croyances du bien et du mal. Je suppose qu'en chamanisme, elles sont quand même certainement nuancées, mais à la fois assez distinctes, puisque tout à l'heure vous parliez de deux camps. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous en dire justement sur ces valeurs qu'on accorde au bien et au mal? Je crois que sur le chemin que notre âme est venue parcourir au fil de ces différentes incarnations, nous sommes venus apprendre à les faire danser ensemble. Le bien et le mal, l'ombre et la lumière, le blanc et le noir. Et je crois que plus nous évoluons à travers l'expérience de l'incarnation qui se fait dans la dualité. On sait bien que dans cette terre, sur cette terre, tout est régi par la dualité. On naît, on meurt, les jeunes, les vieux, le noir, le blanc, le jour, la nuit, etc., etc. Et on passe dans ces expériences duelles et jusqu'à, je pense, dans ma compréhension, là où j'en suis sur mon chemin, comme je disais, à chaque fois que je vais reposer de l'amour sur une partie d'ombre, elle se transforme et elle me montre le cadeau qui était en elle. Et à chaque fois que je m'attache beaucoup trop à une partie lumineuse et que j'en viens à rejeter tout ce qui ne serait pas dans son sillon, la partie lumineuse montre l'ombre aussi qui était derrière elle. Donc, au bout d'un moment, ce yin-yang, et dans le noir il y a le blanc, et dans le blanc il y a le noir, viennent comme ça s'harmoniser finalement. Et je pense que du coup, nous venons de cette source faire l'expérience de la dualité, et à travers l'apprentissage de l'amour, nous revenons de la dualité vers l'unité première. Et personnellement, le noir et le blanc l'ombre et la lumière, le bien et le mal sont devenus moins prégnants dans ma vie et moins virulents qu'avant. J'ai été très très attachée à la lumière quand j'étais plus jeune et j'avais extrêmement peur de l'ombre et je me demandais mais pourquoi y a-t-il de l'ombre dans ce monde? C'était ma grande question existentielle de toute ma jeunesse, toute mon enfance, et tout mon début d'initiation a été marqué par ces questions-là. Et maintenant je vois étant donné aussi que je suis consciente que nous pouvons transformer, je suis beaucoup plus souple dans ma manière de les recevoir, de les apercevoir dans ma vie. Je prends l'exemple de la maison et du lieu de vie que j'ai la joie d'avoir pu acquérir tout récemment avec mon compagnon. C'est un lieu très beau, mais la maison a été très abandonnée, et quand nous sommes arrivés, elle avait des côtés vraiment lugubres. Et je pense que quelques années en arrière, j'aurais eu peur de cette maison. Je n'aurais jamais pu dire oui à ce cadeau que la vie faisait, de nous amener sur ce lieu et de nous dire, voilà, si vous le souhaitez, il est pour vous, quoi. Enfin, si vous souhaitez l'acquérir.
Et finalement, j'ai vu cette maison avec toutes ses ombres et toutes ses mémoires douloureuses, tout le passé qu'elle a eu, qui était encore imprégné dans les pièces et dans les murs. Et je me suis dit, OK, on y va. Je vais me retrousser les manches, on met les gants, on met les bottes, on chante des mantras et on rentre dedans et on va l'aimer, on va l'enjoliver, on va la transformer, on va la soigner, cette maison. Et je crois qu'à chaque fois que nous pourrons avoir moins peur de l'ombre et avoir plus d'amour, se rendre compte que tout ça, tout ce que nous expérimentons est une facette du soi. Du coup, l'autre qui me paraît incarner le mal, au bout d'un moment, si sur lui aussi je peux déposer de l'amour, si en lui aussi je peux voir l'amour, je peux voir l'amour qui se cherche, l'amour qui cherche son chemin, qui peut-être s'est égaré et du coup a commis des exactions contre la vie, contre le vivant. Certes, mais je vois quand même l'amour. À cet endroit-là, le mal disparaît. Et je pense que je suis encore, moi aussi, largement en apprentissage sur ce chemin. Mais je crois que c'est ce à quoi nous sommes appelés. Je suis très touchée par ces mots-là, puisque également, je pense que il y a une grandeur d'esprit à aimer justement ces parts d'ombre, parce que c'est facile finalement d'aimer ce qui nous paraît lumineux, d'aimer sa copine, son compagnon, ses parents qui sont gentils avec nous. Mais est-ce qu'on arrive à aimer, je sais pas moi, les sanguinaires, les personnes qui commettent des atrocités? Et je pense que finalement, même eux méritent de voir, si vous voulez, la lumière qu'il y a en eux, l'amour qu'il y a en eux, et c'est à nous, pour nous apaiser quelque part, de faire cet effort-là et de nous confronter aussi, parce qu'au plus il y a de la peur, au plus il y a ce moi inférieur, et au plus il y a de l'amour à donner. Oui. Et je pense que c'est l'audace en fait qui nous permet ça. Et alors, pour avoir ce déclic, peut-être pour avoir cette audace, je sais pas s'il y a une recette magique, mais en tout cas, je pense qu'elle est tout à fait libératrice et qu'elle nous permet foncièrement d'avancer. Oui. Alors Claire, je pose souvent cette dernière question en fin de podcast. Pensez-vous que nous sommes illimités? Alors, au risque de répondre un peu à côté, mais c'est la réponse qui me vient. Je crois que un de nos grands défis est d'apprendre encore une fois, à faire danser ensemble notre partie humaine, fragile, vulnérable, très sensible, qui est limitée, et notre noyau divin, qui est éternel et illimité. Et je crois que il ne s'agit pas de rester focalisé sur l'un ou sur l'autre, mais vraiment pour être bien dans notre vie, pour être heureux, si c'est ça que nous cherchons tous, certainement un peu quand même, de se dire comment je peux être avec ces deux parties-là de moi, et comment l'une et l'autre peuvent aussi se soutenir. Et je vais pas nier ma fragile partie humaine, qui est limitée, qui est fatiguée parfois, qui est découragée, qui pleure, qui se sent parfois sans plus aucune force, etc. Mais je vais lui rappeler qu'il y a autre chose en moi qui est là et sur lequel je peux aussi trouver du soutien et de la ressource. Et je vais pas non plus un jour ou l'autre m'illusionner et me dire que je ne suis devenue que la partie divine, immense, et certainement que je ne serai plus de ce monde alors. Donc je crois que oui, danser entre les deux, en tout cas pour moi, c'est tout l'honnêteté et l'authenticité de composer avec ces deux-là, et de l'avouer et de le dire que je suis les deux.
Et je crois que tout mon chemin m'amène à trouver une paix aussi là-dedans. Et j'ai trouvé une paix entre la puissance qui peut me traverser. Et dans les voyages chamaniques, je vois qu'on peut toucher cette puissance. C'est aussi le risque de tant de personnes qui tombent dans cette sensation de surpuissance, dans ces illusions de surpuissance. C'est sûr qu'on peut toucher tous ces liens, toute cette grandeur, toute cette vastitude. Et en même temps, il y a l'autre partie vulnérable qui me rappelle à l'humilité. Et pour moi, c'est dans le cœur humble que les plus beaux germes de lumière peuvent se déposer et peuvent fleurir. Alors je souhaite que nous soyons toujours conscients de nos deux parties, limitées et illimitées. Super pour le mot de la fin. Et oui, et d'ailleurs, ça me rappelle le fait que pas mal on serait tenté, en fait, dans le monde de la spiritualité, on se sent compris et aimé et respecté, souvent, quand on engage un chemin thérapeutique notamment. Et je pense qu'il est essentiel de ne pas le voir que comme un refuge. Alors, ça peut, parfois, quand on a besoin, ça peut être un refuge et c'est normal en tant qu'être humain. Mais cela dit, voilà, on est dans la matière et le but, c'est de déployer l'être que nous sommes dans la matière et donc de continuer avec ce qui appartient à la matière, c'est-à-dire parfois l'ego qui entre en jeu. Oui, et oui, tout à fait, entre terre et ciel. Claire, merci beaucoup. Merci je pense aussi. que ça nous a inspiré énormément. Et que ça porte un autre regard, justement, sur les croyances. Merci Anaïs pour ce beau partage. Merci à tous pour votre écoute. Rendez-vous dans 3 semaines pour le prochain épisode. Partagez-moi vos retours sur celui-ci. Personnellement, il m'a complètement transportée. Et la beauté du verbe de Claire y joue beaucoup. Alors un grand merci à Claire également pour son partage. Une mention en story, Instagram ou Facebook, ça fait toujours plaisir. Merci et à bientôt.